Bonjour, bienvenue pour cet échange dans le cadre du club Kesho. Nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir le docteur Eli Kangue, qui est, je peux le dire avec beaucoup d'émotion, un exemple pour nous, parce que nous tous qui sommes dans le club Kesho, nous sommes inspirés de son travail au club Efficience et nous sommes inspirés de son parcours comme modèle. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec lui. Il a accepté d'échanger avec le réseau Kesho. Bonjour, docteur Eli, comment Bonjour, allez-vous? bonjour Bénu. C'est un plaisir d'être invité par vous et le Club Quichot. Et j'en profite pour saluer tous les membres de cet honorable club qui fait un travail énorme, je l'avoue. Merci, c'est très gentil. Ben, docteur Eli, moi je vous connais bien parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de membres de Kesho vous connaissent par le travail que vous réalisez dans votre engagement pour l'Afrique et pour les diasporas en France. Est-ce que vous Tout à pouvez fait. vous présenter et nous parler un peu de vous pour ceux qui, par hasard, ne vous connaîtraient pas? Oui. Bon, Élie Cambueux, je suis chirurgien dentiste. Je suis arrivé en France avec un bac scientifique de mon Cameroun natal et j'ai effectué mes études dentaires à Reims, Reims en Champagne-Ardenne. Et après cette formation à Reims, je suis revenu en Île-de-France et j'ai racheté un cabinet depuis les années 2000. Ça fait 21 ans au jour d'aujourd'hui. Et depuis 21 ans, j'exerce en libéral à Champigny-sur-Marne et j'ai le plaisir tous les jours de reconstituer le sourire de mes patients, de redonner le sourire à mes patients et bien sûr, tout à fait, en passant aussi par les soulager de quelques douleurs qu'ils ont au niveau de leurs soins dentaires. Donc voilà, option libérale, chirurgien dentiste depuis une vingtaine d'années. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et expliquez-nous comment un chirurgien dentiste est aujourd'hui le modèle pour les personnes qui sont dans le business, qui sont dans la création des réseaux professionnels, qui sont plutôt, entre guillemets, des réseaux des personnes qui viennent d'écoles de commerce ou de profils un peu sciences politiques. Oui, mais il faut dire que le but au départ, ce n'était pas d'être, je n'avais pas l'ambition d'être un modèle ou bien de créer le club ou de faire dans du business. Tout simplement en travaillant, en soignant des patients, et très souvent certains patients issus d'Afrique, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de difficultés dans notre communauté et qu'on était dans un monde divisé en classes sociales et qu'il fallait que certaines personnes qui ont compris comment fonctionnent ces pays d'accueil puissent donner des codes de ces pays d'accueil à certains de nos congénères, de nos frères qui ne comprennent toujours pas bien ces pays dans lesquels ils sont situés et voir comment ensemble on peut accompagner ceux qui ont des difficultés pour mieux comprendre et pour mieux s'élever dans la société. Tout à fait. C'est vraiment parti de là. Et voilà, je prends toujours cet exemple qui est significatif de mon parcours. C'est qu'au bout d'un certain nombre d'années d'exercice au cabinet, un jour, j'ai un jeune de à peu près 8 ans, dont les parents sont issus d'Afrique, bien sûr. Ce jeune, en partant de la maison, sa maman lui dit, on va chez le dentiste, on va au cabinet dentaire. Et ce jeune arrive à mon cabinet et sa maman lui dit, donc je les accueille Oui. humblement et je les demande de patienter en salle d'attente le temps que je termine un dossier sur lequel je travaillais. Et ce jeune, simplement en salle d'attente, il demande à sa mère, il était surpris, il dit, mais tu m'as dit qu'on allait chez le dentiste. Sa mère dit, oui, le monsieur, il est dentiste. Et l'enfant lui dit, mais un dentiste noir. Et voilà. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable qu'au XXIe siècle, Oui. qu'un jeune noir né en France Oui. ne puisse pas penser Oui. qu'un dentiste soit noir. Et ça j'étais subjugué face à ce constat. Ça veut dire que ce jeune, dans le plus profond de ses rêves, il ne pense pas qu'un noir puisse être dentiste. Donc, du coup, il ne peut pas mettre les forces, il ne peut pas mettre l'ambition nécessaire
pour atteindre cet objectif-là. Donc, il se met lui-même un plafond de verre sur la tête et il n'y arrive pas parce que c'est interdit, mais tout simplement parce qu'il se dit non, ce n'est pas le nôtre. Et c'est là où on a la notion de on est dans une société qui se reproduit par mimétisme. Les gens font ce qu'ils voient faire. Pour eux, pour lui, il va très souvent chez un pédiatre, blanc, il va chez un généraliste blanc, et on se dit forcément, tous les médecins sont des blancs. Mais non, mais non. Et voilà. Et suite à ce constat, suite à cette remarque de ce jeune, je me suis dit, mais écoute, Elie Kembe, toi qui es venu de ton Cameroun natal, et bien sûr que je suis né à une époque où il n'y avait même pas de télévision au Cameroun. Donc, nous n'avions pas l'habitude de voir des modèles. Oui. On se créait nous-mêmes ces modèles dans notre tête, ces ambitions, et on se disait, mais il faut qu'on y arrive. Et on est parti d'Afrique pour venir ici et réussir ce concours, ce fameux concours de première année de médecine qui est assez coté, qui est assez difficile. Arriver à réussir ce concours, être formé, sortir dentiste et voir qu'un jeune qui est né dans ce pays, qui a toutes les ouvertures, les bibliothèques, les médias, qui ne puisse pas comprendre qu'un noir soit dentiste, moi j'étais vraiment secoué. Et c'est quelque part le catalyseur qui me dit, mais écoute, Elie Kembe, toi qui pensais que voilà, après avoir fini ta formation, tu as acquis le cabinet et que tu vas pouvoir exercer, accompagner tes patients, ta mission n'est pas terminée. Tu as aussi une mission sociétale. Rendre à la société ce qu'elle t'a apporté, c'est-à-dire tenir aussi la main de ceux qui n'ont pas tout compris, ceux qui ont besoin et les accompagner vers l'excellence, vers la réussite. Et c'est de ce constat qu'est né le Club Efficience. Et c'est ça qui nous amène tout à fait, superbe transition, au Club Efficience. Dites-nous, depuis combien de temps existe le Club Efficience? Comment le Club Efficience fonctionne? Quel est le but? Et on va arriver sur, je peux dire, le dernier né du Club Efficience qui réalise beaucoup d'autres choses, notamment le Gotha Noir qui est juste là, qui est une des œuvres du Club Efficience. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces réalisations du Club Efficience avant qu'on en arrive à l'Africa Fund, qui est vraiment le but de notre invitation aujourd'hui? Très bien. Le Club Efficience existe depuis, une organisation qui existe depuis une quinzaine d'années. Notre but, comme je vous ai dit, découle de ce constat de ce jeune, était de voir comment mettre en lumière les réussites de la diaspora pour faire naître l'espoir dans la tête des jeunes, faire présenter des rôles modèles à ces jeunes et qui se disent c'est possible. Oui. C'était vraiment ça. Et quand nous avons créé le club, nous avons dit qu'il faut absolument que les pères fondateurs, que nous mettions en place un certain nombre de projets, un certain nombre de projets qui doivent porter le club pour permettre au club de perdurer, de rentrer dans l'histoire et de perdurer dans le temps. Et bien évidemment, comme vous parlez du cher Bénu du Gotha Noir, est le premier bébé, le Gotha Noir, qui est cet ouvrage qui est publié tous les 2 ans, qui permet de mettre en lumière les parcours de réussite des diasporas. Le Gotha Noir a commencé déjà par les éditions Gotha Noir de France. Et ensuite, comme le Club Efficient était de plus en plus connu, et on s'est diversifié en Europe et le Gotha Noir est devenu Gotha Noir d'Europe. Donc aujourd'hui, on est à la 3e édition de Gotha Noir d'Europe et à la 6e édition de Gotha en général. Félicitations. Et les équipes, merci. Les équipes, les félicitations, je transmettrai surtout à ces équipes qui travaillent énormément pour sourcer les profils, rédiger les biographies et pouvoir publier dans l'ouvrage. Le prochain, les équipes sont en train de travailler pour le prochain qui sortira normalement en l'automne 2022. Donc, je vous tiendrai au courant naturellement. Bon, une fois qu'on a mis en lumière les parcours de réussite, nous avons pensé qu'il était important de travailler sur cette jeunesse compétente qui a besoin d'intégrer les grandes écoles et qui, de fois, juste pour une question financière, n'arrive pas à assurer, une fois qu'ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire passer le concours pour intégrer les grandes écoles. Et c'est là que nous avons créé le 2e projet, qui est les bourses d'excellence du Club Efficience, en partenariat, bien sûr, avec Canal+, CFAO
et 4 grandes écoles, Centrale, Polytechnique, ESSEC, HEC. L'idée de cette bourse d'excellence était de sourcer des jeunes issus de milieux défavorisés, quelle que soit leur couleur de peau, et qui ont fait le plus dur, c'est-à-dire eu l'entrée dans ces grandes écoles et qui, pour des raisons financières, sont obligés d'aller au McDo d'à côté travailler, de les offrir des bourses pour les permettre d'avoir des instruments nécessaires, un accompagnement nécessaire pour qu'ils ne s'occupent que de leurs études une fois rentrés dans ces grandes écoles. Tout à fait. Donc, chaque année, on avait une vingtaine de bourses qui étaient offertes à ces jeunes. On faisait la sélection avec notre partenaire Canal. Et voilà, et ça permet ainsi d'accompagner. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près une quatre-vingtaine de bourses qui ont été offertes à ces jeunes. Et nous avons l'ambition de continuer à travailler toujours avec ces grands partenaires et accompagner ces jeunes à recevoir des bourses. Et on a été très heureux de voir que certains de ces jeunes, une fois formés, quand ils sont rentrés dans la vie active, sont revenus au club Efficience et donner de leur temps pour accompagner la communauté et de cette diaspora qu'on souhaite porter, qu'on souhaite accompagner. En parlant de l'investissement de ces jeunes qui reviennent, tout le monde peut être membre du club Efficience. Donc, l'adhésion, toutes les informations sont en ligne. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'adhésion pour nos amis membres de Kesho qui souhaiteraient adhérer au club? Mais le club Efficience est un club, même si on est catalogué club de l'élite, bien sûr on l'assume, hein, on est très heureux qu'on nous considère plutôt comme un club de l'élite, mais une élite qui doit donner son temps, ses moyens pour réfléchir sur les problèmes de la communauté et voir comment tirer la base vers le haut. Oui. C'est comme ça que nous avons décidé que le club ne devait pas se fermer sur l'élite, le club doit être ouvert à tous. Donc, on est ouvert à des jeunes étudiants et il y a une tarification pour l'adhésion des jeunes étudiants et des jeunes travailleurs. Et il y a maintenant, pour ceux qui sont déjà dans la vie active, on a deux tarifications aussi en fonction des services que vous pouvez avoir au sein du club. Donc, tout ça est sur le site club-efficient.com. Vous avez tous les détails, comment adhérer au club efficient. Vous aurez tous les détails sur le site et on sera ravis, bien sûr, d'avoir des membres du Kesho qui viendront nous booster, accompagner ces pères fondateurs qui ont initié ce projet il y a aujourd'hui 15 ans et nous avons naturellement un besoin de renouvellement du corps dirigeant du club pour faire en sorte qu'il y ait une transmission en douce au niveau des membres du club. Avec plaisir, je pense que beaucoup de Kesho qui sont adhérents vont renouveler l'adhésion et d'autres vont rejoindre le club Efficience. Et ainsi, on arrive au dernier bébé. Avant de vous passer la parole sur l'Africa Fund du club Efficience, j'ai été moi-même très heureux d'avoir participé aux soirées de lancement qui s'est fait dernièrement avec des personnalités très prestigieuses, avec des discours très forts, des personnalités comme Alain Foka, comme Lionel Zinsou et d'autres. Oui, tout à fait. Et c'était vraiment très, très dynamique et nous avons été très heureux d'avoir la présentation de l'Africa Fund. Et donc, dites-nous, c'est quoi l'Africa Fund? Comment est née cette idée? Comment le projet évolue? Quand est-ce que nous pourrons, disons, participer? Parce que moi, je vous dis, moi, personnellement, j'ai hâte de pouvoir participer au projet et beaucoup de membres de Kesho aussi attendent de pouvoir mettre quelque chose sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de l'Efficience Africa Fund? Merci, Benu. Je suis très heureux d'apprendre que vous êtes vraiment très intéressé par ce projet et les membres de Kesho. C'est l'objectif que s'est fixé le club Efficience, d'initier un projet, mais il faudrait absolument que la diaspora et toute la diaspora s'approprie ce projet. Ce n'est pas un projet du club Efficience, c'est une initiative du club Efficience, mais il faudrait absolument que toute la diaspora se l'approprie pour faire de ce projet une réussite complète de la diaspora. Parce que comme vous le savez, très souvent on dit de nous,
les diasporas, nous avons des réussites individuelles, mais nous n'avons pas de réussite collective. Donc, nous avons pensé, quand nous avons mis en place, mis en lumière ces diasporas, de se dire comment on pourrait fédérer ces diasporas autour d'une dynamique vers le continent. Nous savons aujourd'hui que les diasporas brillent surtout par les transferts d'argent. Ces diasporas qui étaient jadis considérés comme voilà, ceux qui ont abandonné l'Afrique, comme des fuites de cerveau. Mais nous voyons aujourd'hui que les diasporas brillent énormément par les transferts d'argent et transfèrent près de 60 milliards de dollars sur le continent chaque année. Cet argent, malheureusement, va en frais de bouche et en santé, très peu en investissement. Et cet argent ne permet pas le développement inclusif du continent. C'est pour ça que le Club Efficience, depuis 4 ans, travaille sur les dispositifs d'incitation de cette diaspora à participer au développement économique du continent. De cette réflexion est née l'idée d'un fonds d'investissement, l'idée étant de voir comment, parallèlement à ces transferts d'argent qui aident nos familles, nous pouvons capter une toute petite partie de cet effort de la diaspora pour l'orienter vers l'investissement productif pour créer des emplois, oui, créer cette classe moyenne dont on a besoin et créer de la richesse sur le continent. C'était vraiment important. Et quand nous avons fait cette réflexion, nous sommes allés sur le continent pour se demander quels sont les besoins que nous pouvons apporter, comment nous pouvons optimiser les besoins sur le continent. Nous nous sommes rendus compte d'une chose. Aujourd'hui, la diaspora, nous sommes les premiers bailleurs de fonds sur le continent. Oui, tout à fait. Nous l'ignorons nous-mêmes. L'argent que nous transférons dépasse l'aide au développement, dépasse les investissements directs. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que les bailleurs de fonds, tout ce qui transfère sur le continent, certes, ça apporte énormément de choses, cet argent aide le continent, surtout dans les infrastructures et autres, mais il y a quelque chose qui est capital sur le continent, qui est vraiment un point faible, ce sont les PME, l'incitation, la création des PME, et une fois les PME créées, maintenant l'accompagnement de ces PME. Nous avons fait une étude, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, les porteurs de projets des PME, il y a près de 80% qui ont besoin de financement. Tout à fait. Mais sur ces financements, il y a moins de 40-49% qui ont des garanties nécessaires pour pouvoir recourir à ces financements. Oui. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce qui est proposé en termes de financement des PME sur le continent, c'est que la dette. Oui. Et il n'y a pas tellement d'autres alternatives. Et face à la dette, il vous faut des garanties. Oui. Et très souvent, les gens n'ont pas de garantie. Ils ont tout mis dans leur projet, ils n'ont pas de patrimoine et du coup, ils sont plombés, ils ne peuvent pas emprunter pour pouvoir faire développer leur business. Ils ont eu recours à la love money pour la création, pour le lancement. Et maintenant, dans la phase développement-croissance, il leur manque de financement. Et du coup, ils plafonnent. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises restent dans l'informel parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir se développer. Pour passer l'échelle. C'est pour ça qu'on a près de 60% des PME qui sont dans l'informel parce qu'ils ne peuvent pas. Et nous, en faisant ces réflexions, on s'est dit, mais si on apporte les fonds nécessaires, 60% de ces PME, au moins une bonne grande partie, deviendra formelle. En étant formelle, ça veut dire qu'ils déclarent leurs salariés et les salariés ont une assurance vie, ont une retraite à la fin de leur jour et ont un niveau de vie suffisant pour pouvoir vivre convenablement, envoyer les enfants à l'école, pouvoir se payer une assurance santé pour pouvoir se soigner convenablement. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose que nous pourrons apporter au niveau des PME. C'est ainsi que nous avons fait la réflexion en disant, ben, si nous venons en aide à ces PME, on ne doit pas faire le même principe de dette que font déjà les banques. Les banques le font déjà très bien. Mais nous devons plutôt apporter un moyen différent de ce qui existe, qui est plutôt de l'equity, venir en capital et réfléchir plutôt dans le modèle, comment nous pouvons accompagner ces PME en capital, c'est-à-dire rentrer dans le capital, prendre les mêmes risques que les porteurs de projet et au bout d'un certain nombre d'années, 8 à 10 ans parce que les PME, ça prend du temps pour maturer, au bout de 8 à 10 ans, sortir du capital et lui revendre
nos parts, sortir du capital et laisser l'entreprise maintenant évoluer convenablement. Et j'aime bien dire cette phrase, les PME d'aujourd'hui, ce sont les multinationales de demain. Tout à fait. Très peu d'entreprises naissent multinationales. Oui. Donc, si on souhaite avoir des multinationales demain en Afrique, ce sont les PME d'aujourd'hui que nous devons pouvoir les accompagner. Donc, voilà exactement sur le schéma sur lequel nous sommes partis et nous sommes revenus donc dans nos pays d'accueil auprès de la diaspora, fait une enquête auprès de la diaspora pour voir si ceci match avec les attentes de la diaspora. Et nous avons été surpris de nous rendre compte qu'énormément de gens de la diaspora, plus de 80%, sont intéressés par la notion d'investissement sur le continent. Tout à fait. Et près de 70% sont dit prêts à pouvoir mettre autour de 2100 € à 3500 € par an si un projet structuré convenablement, réglementairement était mis sur pied, ils étaient prêts à accompagner ce projet. Et c'est comme ça que le Club Efficience a donc avancé dans la structuration d'un fonds d'investissement innovant. Ce fonds d'investissement innovant, pourquoi? Parce que notre modèle doit être différent de ce qui existe déjà dans les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement classiques vont chercher l'argent à des institutionnels ou des family office. Et leur objectif, c'est de lever des gros montants avec très peu de souscripteurs. C'est-à-dire qu'on doit se baser sur des souscripteurs qui ont assez de moyens. Pourtant, la masse de la diaspora n'a pas assez de moyens, mais sont volontaires d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc, notre objectif était de dire, à ce moment-là, trouvons un modèle qui correspond aux attentes de notre diaspora. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement qui va à l'encontre de ce qui existe déjà. Notre objectif, c'est de toucher beaucoup de souscripteurs, mais de lever des petits montants, ce qui est très difficile, je le conçois. Mais c'est aussi ça notre innovation. Si on fait exactement la même chose que les autres, on n'a rien inventé. Donc, notre modèle est différent par ce biais, parce qu'on aura un très grand nombre de souscripteurs et qui vont miser des petits montants. Notre objectif minimum, c'est de souscription, ce sera de 500 € par personne. Par personne. Donc, ça veut dire que pour atteindre la taille de 50 millions, comme nous souhaitons avant le fonds EAF, il faudra réunir 100 000 souscripteurs. 100 000 souscripteurs qui mettraient 500 € minimum. Minimum. Oui. Bon, sachant que quelqu'un comme Benu, il mettra un peu plus. Ah ben c'est sûr. 10 000 €, 20 000 €, pourquoi pas. C'est sûr. C'est sûr. Et je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup de personnes qui mettront plus. Il y a beaucoup de personnes comme toi et moi et comme d'autres qui sont prêts à mettre beaucoup plus, mais nous voulions que ce fonds soit démocratisé. C'est-à-dire que ce ne soit pas un fonds catégorisé de l'élite, mais un fonds ouvert à tous les membres de la diaspora. 500 € par an, c'est 50 € sur 10 mois. Donc, c'est de l'ordre de possible pour tout un chacun parmi nous. Bon, bref, la grande majorité parmi nous sont capables d'apporter ces 50 € par mois sur 10 mois pour faire partir de cette nouvelle dynamique de la diaspora et voir comment, ensemble, nous pouvons créer cette réussite collective qui nous manque tant. C'est très important. Parfait. Parce qu'on aurait pu avoir 5 personnes qui pouvaient lever les 50 millions, mais on n'aurait pas créé cette dynamique auprès de cette diaspora. Là, aujourd'hui, chacun mettra un petit peu du sien et voilà, celui qui apportera 500 € dira, ben, tiens, moi aussi, j'ai contribué, je suis à côté des gens qui ont mis 20 000 €, 50 000 €, 100 000 €, mais j'y ai aussi participé et quelque part, vous savez bien que quand quelqu'un de la diaspora apporte un petit peu de ses fonds dans un projet, il suit très attentivement. Il suit, tout à fait. L'idée, ce n'est pas d'avoir des dons, ce ne sont pas des dons, ce sont des souscriptions. C'est vraiment des souscriptions. Et notre objectif, c'est qu'il y ait un retour sur investissement au bout de 8 à 10 ans. De 8 à 10 ans. Par contre, il faudrait vraiment qu'on s'inscrive dans un temps long. Parce que l'accompagnement des PME prend du temps pour que la PME arrive à maturité. Donc, on souhaiterait que les gens acceptent de prendre du temps, 8 à 10 ans. Au bout de 8 à 10 ans, voilà, ils auront un retour sur investissement avec un petit peu de taux d'intérêt au-dessus, autour de 1,5 à 2. D'accord. Pourquoi ce n'est pas des taux à 2 chiffres? Parce que, comme vous le savez, les PME, l'accompagnement des PME, c'est assez lourd et ça demande beaucoup d'investissement.
Et du coup, ça rogne sur la rentabilité d'un projet comme celui-là. Oui. Ce n'est pas comme si vous faisiez dans les infrastructures et là, vous aurez pu avoir des taux d'intérêt à 2 ou à 2 chiffres. Là, c'est vraiment, notre objectif, c'est de séduire un nouveau type d'investisseurs, les investisseurs socialement responsables, qui, au-delà de l'investissement, de la rentabilité, souhaitent porter un certain nombre de valeurs, des valeurs éthiques, de bonne gouvernance sur le continent, de développement, de l'éducation, de la santé sur le continent. Docteur Ali, en vous écoutant, en fait, j'ai l'impression, et même moi qui suis le projet, je me rends encore plus compte que ce projet, c'est vraiment un engagement citoyen, parce que la diaspora regarde beaucoup l'Afrique et est très exigeant par rapport à même au rapport que la France entretient avec l'Afrique. Et par ce fond-là, vous nous donnez l'outil que la diaspora a toujours espéré, un outil où on participe, où on a le regard et surtout un outil qui respecte toutes les normes de gouvernance et toutes les normes de respect, de démocratie et d'engagement ou d'importance de secteur financier qui n'a rien à voir avec peut-être des volontés qui n'ont rien à voir avec le développement du pays. Mais là, on est vraiment sur un produit qui est aux mains de diaspora et qui veut vraiment changer l'Afrique. Donc, c'est un engagement citoyen aussi que vous nous proposez. C'est un engagement citoyen. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que, vous savez, vous comme moi, au sein de la diaspora, nous avons beaucoup de réussites individuelles et très peu de réussites collectives, quasiment pas. Oui. Et chacun d'entre nous a fait un petit projet vers son pays d'origine et très souvent même vers son village d'origine. Oui. Quelles que soient les réussites de ces initiatives individuelles, aujourd'hui, nous sommes conscients que ces réussites n'ont pas permis le développement du continent. Oui. Ça, on le saurait. Oui. Et à côté de ça, nous avons un certain nombre de diasporas très dynamiques qui s'organisent en réseau pour faire des projets communautaires dans leur village, dans leur pays. Des dispensaires, des puits, des écoles. Des écoles. Mais aujourd'hui, on est conscient que malgré ces engagements, ceci n'a pas permis, ce mécanisme n'a pas permis le développement du continent. Donc, il est grand temps que toute cette intelligentsia de la diaspora puisse se poser devant, c'est-à-dire arrêtons de faire des forums économiques. On connaît, le diagnostic est connu. Aujourd'hui, je pense, comme le club a dénommé son événement de rentrée le Rise of Diaspora. Oui. Aujourd'hui, il faut que la diaspora se lève comme un seul homme et qu'on se mette tous derrière un projet et faire en sorte de démentir ce qu'on appelle, ce que notre cher ami Alain Foucault appelle les diasporiens. C'est-à-dire les diasporas qui parlent, mais qui ne font rien. Voilà, donc aujourd'hui, c'est à nous de démentir ça. Oui. Et nous avons pris sur nous de créer la voie. Oui. Et c'est à vous, la deuxième, troisième génération de diaspora, oui, de venir soutenir ce projet, le porter, parce que nous ne verrons peut-être pas les fruits, oui, mais nous le faisons pour vous. Tout à fait. 60 ans après 61 ans après les indépendances, qu'est-ce qu'avons-nous fait pour cette Afrique? Qu'avons-nous fait pour être respectés dans nos pays d'accueil? Oui. Il faut se dire que derrière la réussite d'un projet comme celui-là, on joue sur une double page. C'est-à-dire que cette réussite va aussi donner du respect dans nos pays d'accueil. Parce que les gens vont enfin dire, mais tiens, la diaspora s'est ressaisie. Oui. La diaspora fait aujourd'hui quelque chose pour le continent. Est-ce normal qu'aujourd'hui, malgré l'importance de cette diaspora, principalement en France, puisqu'en France, la France est le premier pays d'accueil de cette diaspora en Europe, oui, est-ce que c'est normal que malgré cette présence, qu'on n'a pas pu créer une dynamique pour apporter la plus-value de cette diaspora sur le continent? Est-ce que c'est normal que chaque fois qu'il y ait des choses, des réunions, des forums qui se tiennent en Afrique sur cette diaspora, qu'on ne soit pas organisé de telle sorte qu'on soit invité pour apporter notre plus-value? Pourtant, cette diaspora, c'est nous qui sommes dans les grands groupes, c'est oui, nous qui sommes dans les conseils d'administration, c'est nous qui sommes dans les CODIR pour apporter notre intelligence, pour apporter notre savoir à toutes ces entreprises qui aujourd'hui vont vers l'Afrique parce que tout se passe là-bas, les marchés se gagnent là-bas. Oui.
La croissance, c'est là-bas. Mais si nous avons perdu l'Afrique du 19e siècle, l'Afrique du 21e siècle, il ne faut pas qu'on le perde au 21e siècle. C'est important. Nous avons perdu le 19e et le 20e, mais le 21e, il faut qu'on soit au moins présent pour dire, ben voilà, nous pensons, voilà ce que nous pensons de l'Afrique, voilà ce que nous pouvons faire pour cette Afrique. Et je suis persuadé, si chacun d'entre nous se mobilise, parce que réussir à convaincre 100 000 personnes, c'est pas si facile. C'est pour ça que nous comptons sur le Club Kécho pour pouvoir être vraiment une force de relais et voir comment ensemble, on va bouger toutes les associations de village, les associations de pays, toutes ces grosses associations des diasporas qui aujourd'hui œuvrent, qui apportent leur concours pour le développement du continent. Dit, ben, ensemble, il faut qu'on arrive à démentir ce postulat qui dit que les diasporas ne savent pas faire ensemble. Mettons-nous ensemble, faisons ça pour l'Afrique de demain, faisons ça pour les générations qui viendront après nous. Démentir le préjugé, comme c'était écrit dans Rezap, dans l'événement Rezap Diaspora. Et du coup, ce développement me ramène à vous demander quel message vous avez pour les membres de Kécho. Kécho, nous, on est un réseau des cadres, des collaborateurs qui travaillent dans le grand groupe, des collaborateurs d'origine africaine, mais aussi des collaborateurs qui ne sont pas d'origine africaine, mais qui sont attachés à l'Afrique et qui veulent voir l'Afrique avancer. Donc, on a le club Culte Fordé de l'Agence française de développement, dont je suis un des membres fondateurs. On a le club Afrinity de BNP Paribas. On a le club Afrique d'Airbus, Airbus Africa Community. On a le club Afrique de Deloitte et on a le club Math DY. Et on a d'autres clubs qui sont en processus de nous rejoindre. Quel message pouvez-vous donner à ces membres de ces clubs et quand est-ce que nous pouvons venir pour souscrire à l'Efficience Africa Fund? Très bien, merci Benu. Cette question me permet de voir qu'il y a une banque que je ne vous ai pas présentée. Je vous ai parlé de la démarche de la création du fonds, mais je ne vous ai pas parlé du fonds. Et j'essaie bien évidemment que les cadres de la diaspora aiment ce qui est structuré. Tout à fait. Ce qui peut rassurer. Donc, une fois que nous avons pensé le projet tel que je vous l'ai décrit, il fallait maintenant rentrer dans la partie réglementaire. Il faut structurer l'idée. Structurer l'idée nous a amené à nous faire accompagner par 3 cabinets d'avocats. Il faut les citer parce que franchement, ils ont fait un travail formidable depuis. Donc, Assalfo & Co de Pascal Arboïbor, SNJ de Solange Sianger et le cabinet Mazar avec Arnaud Achard qui nous accompagne. Donc, ce sont les 3 cabinets qui nous accompagnent dans la structuration de ce fonds. Le fonds d'investissement Efficience Africa Fund est créé. Nous avons demandé aux membres du club Efficience qui portent et qui croient en ce projet de cotiser les 37 000 € pour la création du capital. Donc, chacun a mis de l'argent dans la coupe. Voilà, pour montrer que même avant d'aller demander aux autres, on y croit et nous-mêmes nous mettons la main dans la poche. Donc, les 37 000 € ont été mobilisés et l'Efficience Africa Fund est créée. C'est une société qui existe. Maintenant, une société qui existe. En France, quand on veut faire appel public à l'épargne, on est obligé de rédiger un prospectus et de le déposer auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et l'AMF vous demande quel est votre agenda par rapport à l'exécution de cet appel de fonds. Et ils ont 2 mois pour étudier le dossier et vous donner un avis à la fin de l'étude. C'est le visa AMF. Donc, nous travaillons sur le lancement, le début des souscriptions à partir de mars 2022. Mars 2022. Donc, même pour venir, pour rencontrer, donc à partir de mars 2022, on aura une souscription au grand public. D'accord. Mais avant, d'ici là, le mars 2022, nous avons déjà le droit de rencontrer des investisseurs avertis et de pouvoir déjà parler de ce fonds. Donner un certain nombre de détails dans la structuration du fonds. Donc, ça, c'est possible. Donc, aujourd'hui, le fonds tel qu'il est structuré, notre objectif est de lever 50 millions d'euros à terme. Et nous voulons procéder par des augmentations de capital successifs de 10 millions à chaque fois.
Parce que vous savez, la règle de commerce dit que si vous lancez une augmentation de capital et que vous ne levez pas les 75% de ce que vous avez demandé, vous êtes obligé de tout annuler et de rembourser. Oui. Donc, nous allons posément, modérément, le temps, parce qu'il faut faire une éducation financière quasiment auprès du grand public, oui, qui est un public qui n'est pas habitué à l'investissement. Mais nous avons structuré le fonds de telle sorte que ce n'est pas centré que sur la diaspora. Tout à fait. Toute personne, diaspora ou non diaspora, mais des amis de l'Afrique, oui, sont les bienvenus, qui aujourd'hui en ont marre d'entendre parler de l'Afrique toujours en humanitaire ou en don. Oui. Aujourd'hui, ils veulent aussi souscrire parce qu'ils veulent prendre des actions en disant, ben voilà, je veux apporter ma part, soutenir et voir ce que ça va donner. Donc, à côté des personnes physiques, donc nous avons structuré juridiquement, on aura deux classes de souscripteurs. Les personnes morales, oui, donc c'est-à-dire les institutions, l'AFD, avec sa branche Propaco, est la bienvenue. Et en tout cas, on va faire passer le message et ça, on en parlera dans la dernière partie de notre entretien, comment nos entreprises aussi peuvent contribuer à ce fonds. Donc, il y a les institutions, il y a les corporates, et on reviendra à cette deuxième partie, dans les entreprises, tous ces grands groupes qui aujourd'hui travaillent sur le continent, qui ont un intérêt à vendre leurs produits, leurs services sur le continent, ils ont besoin de cette classe moyenne sur le continent pour pouvoir consommer leurs produits. Donc, eux aussi peuvent être intéressés parce que, en fait, notre initiative, ça concourt à leur donner des clients de demain. C'est important. Donc, on a deux classes de souscripteurs, les personnes morales, institutionnelles et corporate, et les personnes physiques, diaspora ou non diaspora, et même les associations de village peuvent souscrire par association. C'est-à-dire dire, ben voilà, tiens, dans une association, chacun cotise à la hauteur de ce qu'il souhaite et l'association s'inscrit en tant que souscripteur. Ça, c'est possible. Donc, aujourd'hui, une fois le prospectus structuré, les avocats vont le déposer fin décembre ou janvier. L'AMF aura 2 mois pour tabler dessus et nous donner un avis, on espère, favorable. Et en tout cas, les avocats font ce qu'il faut pour l'avoir en mars. Et à partir de mars, on aura donc les souscriptions qui seront effectives. Nous comptons lancer un grand événement pour le début de souscription, le lancement du fonds en fait de souscription. Nous comptons lancer un événement autour, dès que ça sera possible, pour pouvoir permettre les souscriptions. Mais ce qu'il faut dire aussi dans la structuration, parce qu'il n'y a pas que les avocats qui nous accompagnent, quand on fait, je vous disais tout à l'heure, quand on fait appel public à l'épargne, l'AMF vous oblige à un certain nombre de réglementations pour pouvoir structurer, être sûr que le projet est viable. Donc, pour ça, la banque dépositaire, la banque qui va garder les fonds, c'est la SG2S. Le club efficience, comme Kesho et bien d'autres qui vont venir autour de nous, notre rôle, ça sera de la communication. Tout à fait. Bon. Mais aujourd'hui, pour la vente du produit, oui, c'est-à-dire les souscriptions, il faut un PSI, un prestataire de services d'investissement, qui connaît les risques et qui doit prévenir tout souscripteur des risques qui courent en souscrivant. C'est comme ça, c'est la méthode classique. Il faut être sûr que chacun est sensibilisé à la notion de risque avant de participer. Donc, le PSI, c'est Invest Security, ce sera son rôle. Donc, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Plateforme Efficience Africaphone, où il y aura toutes les informations réglementaires sur cette plateforme et on pourra ainsi générer les formulaires de souscription sur cette plateforme sans souci. Et aussi, le point le plus important, maintenant qu'on a souscrit, et supposons que voilà, ça marche très bien et qu'on a levé les 50 millions, il faut bien sûr une société de gestion qui maîtrise bien la notion des PME sur le continent, et qui va pouvoir sourcer les PME, investir, les accompagner et au bout de 8-10 ans, revendre les parts, nous revenir, nous retrocéder le capital avec les taux d'intérêt tels que nous l'avons demandé autour de 1,5 à 2%. Donc, on est vraiment… Cette société de gestion, c'est investisseurs et partenaires que beaucoup de gens connaissent
Ils ont 15 ans d'expertise sur le Tout à continent fait. africain. Ils maîtrisent bien cette dimension PME sur le continent. Et nous sommes ravis d'avoir ces 3 partenaires qui nous permettent de sécuriser quelque part le projet, de faire en sorte que nous soyons bien accompagnés et de rassurer aussi l'AMF parce que Tout à c'est la fait. première fois, en France qu'une association, loi 1901, qui est le Club Efficience, ose créer un projet aussi important que dans le domaine de la finance. Oui. C'est très difficile, c'est très rare de voir que voilà, il y a une association qui fait cette démarche-là. Donc, nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner. Maintenant, je reviens à la question, cher Bénu. Qu'est-ce que le Club Kesho et bien notre club? Tout à fait. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, notre challenge, notre véritable challenge sera jugé sur notre capacité à pouvoir mobiliser 100 000 personnes pour lever les 500 € par personne. Oui. Et ça, ce n'est pas qu'une histoire du Club Efficience ou bien de Bénu. Ça, il faut une dimension pour convaincre 100 000 personnes. Les marketeurs le disent, hein, il faut qu'on touche à peu près 500 000 à 600 000 personnes. Oui. Donc, notre objectif aujourd'hui, dès que tous les éléments seront ficelés auprès des avocats, nous allons lancer une invitation au Club Kesho et à bien d'autres acteurs. Voilà, voir comment ensemble nous pouvons nous réunir pour mettre en place une stratégie de communication auprès de la diaspora, où qu'elle soit, que ce soit dans les grands groupes, dans les PME ou que ce soit même dans les associations. Oui. Donc, il y aura ces grands axes qui seront développés et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les idées pour voir comment on peut mettre en place réussir cette stratégie de communication pour réussir la stratégie de lever derrière. Tout à fait. Donc, voilà aujourd'hui. Donc, je reviendrai très rapidement vers le Club Kesho en passant bien évidemment par toi, Bénu. Avec plaisir. Ensemble, on peut se poser. Oui. Dans un premier temps, répondre à toutes les interrogations de vos membres. Oui. Parce que pour aller parler d'un projet, chacun doit être déjà sûr d'avoir tout compris et de lever ses propres interrogations. Oui. Et une fois qu'on s'approprie à travers ces réponses, vous vous appropriez le projet. Et là, maintenant, chacun d'entre nous peut en parler à une dizaine, à une cinquantaine, à une centaine de personnes. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons pouvoir. C'est vraiment, il faut qu'on. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'aucune agence de com n'a déjà fait ce genre de projet. Donc, il faut vraiment tout innover. Oui. Et notre force, ça sera dans l'innovation pour pouvoir challenger ces agents de com qui ne savent pas comment faire. Oui. Donc, c'est que le Club Efficience et tous ses partenaires qui s'intéressent aux questions de l'Afrique et de la diaspora feront, ça va être un cas d'école qui devra être enseigné dans les écoles de communication et de marketing. Et du coup, ces explications sont vraiment claires pour moi, pour, j'imagine, les membres du club et les autres personnes qui vont nous suivre sur tous les supports où nous allons partager cet échange. Et ça m'amène à poser la question de nos entreprises. Parce que chez nous, c'est Kesho, on essaye de pousser nos entreprises à regarder l'Afrique autrement, à regarder les acteurs qui travaillent en Afrique autrement, à peut-être innover aussi dans nos partenariats et de sortir de nos cases qui souvent nous font rater des pépites ou des idées très innovantes pour le bien de l'Afrique ou le bien du but de notre engagement. Et du coup, je vous pose clairement la question, comment nous, chez Kesho, dans nos réseaux, donc AFD, BNP Paribas, EY, Deloitte et Airbus, comment vous voyez nos entreprises dans ce dispositif et comment nous, on peut pousser nos entreprises à nous suivre dans notre démarche individuelle ou notre démarche de réseau de collaborateurs qui avons déjà accepté de participer et d'accompagner l'efficience Africa Fund. C'est très important cette question parce que c'est vraiment comme ça que nous allons déployer petit à petit ce réseau. Donc, bien sûr qu'il y a des entreprises, comme vous l'avez si bien dit, mais il y a aussi les institutions, ceux qui ne sont pas dans des entreprises classiques, mais qui sont plutôt dans des institutions exactement comme toi à l'AFD.
Voilà, comment faire en sorte que toutes ces entreprises puissent s'intéresser à ce projet, s'intéresser à la diaspora. Déjà, ces entreprises s'intéressent à la diaspora. Parce que quelque part, la plupart des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur le continent ont envie de diversifier leur classe dirigeante, les cadres. Ils ont envie de diversifier parce que on a cet avantage, cette diaspora a cet avantage. Ayant fait les études dans ces pays d'accueil, bien sûr qu'ils comprennent tous les codes de ces pays d'accueil pour pouvoir parler à tous leurs collègues ou tous les interlocuteurs cadres dans ces pays. Mais aussi, l'avantage que nous avons, c'est cette double culture. Oui. C'est que nous comprenons toute la dimension sociale et business qu'il y a sur le continent. Oui. L'enjeu sur le continent, c'est aussi pouvoir comprendre les codes de la société pour pouvoir faire du business. Oui. On ne le fait pas de la même façon. Et donc, on a un certain nombre de codes comme ça qu'on peut apporter à nos entreprises pour pouvoir faire du business sur le continent. Donc, ça, c'est un point très important. Et c'est cette diaspora qui apporte cette plus-value à nos entreprises. Mais aussi, il est important aujourd'hui pour ces entreprises de gagner des parts de marché sur le continent africain. Parce que la croissance, bien sûr, c'est leur objectif principal. La croissance, ça se passe là-bas. Le vieux continent est quasiment saturé, point de vue débouché économique. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers le continent parce que c'est là-bas que tout va se passer. Et il est important, dans ce cadre-là, de se dire, mais si une entreprise veut avoir de la croissance sur le continent, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille pour que cette population, si on vend des services, il faut que cette population soit en mesure d'acheter ces services, qu'ils aient un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter ces services. On dit, tous les experts le disent, 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. Oui. C'est 2 milliards d'habitants qu'il faudra, avec 1 milliard de nouveaux habitants qu'il faudra éduquer, envoyer, soigner, nourrir. Cette population-là, ça fait une population de jeunes énormes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin de pouvoir se construire une vie. Mais ces jeunes, si on arrive à accompagner les PME, ces PME vont créer beaucoup d'emplois et ces emplois vont permettre à ces jeunes, petit à petit, de rentrer dans la vie et on va constituer ensuite cette classe moyenne avec un pouvoir d'achat conséquent pour pouvoir consommer tous les services qui sont vendus et bien évidemment des services vendus par ces grands groupes qui aujourd'hui se tournent vers le continent. Nous avons essayé de faire une petite projection. On s'est dit aujourd'hui, avec 50 millions d'euros, qui est l'objectif du fonds d'investissement de Efficience Africa Fund que nous souhaitons lancer, 50 millions d'euros, une PME sur le continent a besoin d'un fonds de roulement à peu près de 50 000 euros. 50 000 euros, ça veut dire que par an, si nous levons 50 millions, nous pouvons accompagner près de 10 000 PME. C'est énorme. 10 000 PME, on sait que généralement, une PME a une moyenne de 10 employés sur le continent. Oui. 10 employés sur le continent, vous multipliez par 10 000 PME, ça vous fait 100 000 emplois que vous aurez créés. Sans compter les familles et les foyers derrière. Et nous savons qu'un employé sur le continent nourrit 10 membres de la famille. Oui. Donc, ça veut dire que pour 50 euros d'économie que vous avez fait par mois pour mettre dans ce fonds, il y a un effet d'échelle derrière. Il y a un effet papillon. Énorme qui va permettre, à partir de là, de pouvoir nourrir près de 100 000 personnes en une année. Oui. C'est conséquent. Donc, c'est là où nous devons prendre conscience que notre petit effort de 500 euros que nous pouvons miser, qui pour nous n'est peut-être pas grand-chose, mais ça peut avoir, mis bout à bout, ça peut avoir un effet levier incroyable, une force incroyable. Et 10 000, supposons qu'on 50 000 euros par PME, donc si on veut accompagner 10 000 PME, nous avons 54 États sur le continent. Oui. Vous imaginez 10 000 PME, vous divisez par 54, vous voyez combien d'entreprises nous pouvons accompagner par État africain. C'est colossal. Oui. Ça fait plus de 20 PME par pays. Si vous multipliez ainsi au bout de 5 ou de 10 ans, vous voyez combien de PME on aura accompagné, combien d'emplois on aura créé. Donc, c'est vraiment cet effet-là. Plus on accompagne des PME, plus on créera des emplois. Et plus on crée des emplois, plus on va constituer cette classe moyenne dont on a besoin pour non seulement
permettre le développement, mais aussi soutenir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de permettre, il faut soutenir aussi ce développement, soutenir ce pouvoir d'achat pour permettre aux gens de bien vivre, de vivre aisément et éviter à ces jeunes de mourir en mer tous les jours parce qu'ils veulent aller avoir une vie meilleure. Tout à fait. C'est très important. Ouais. Donc là, on voit clairement que l'action, c'est impacter l'Afrique, lancer un développement économique qui ensuite a un lien aussi avec la relation que la France a avec l'Afrique et l'Europe a avec l'Afrique. Parce que s'il y a un développement économique, une croissance qui est bien répartie via les entreprises et les PME qui bénéficient de ce fonds, on aura moins de problèmes de voir toujours cette Afrique misérabiliste. L'Afrique va vraiment décoller économiquement, prendre son envol, ce qui créera aussi une stabilité dans les migrations et dans les liens entre les populations. Et donc, ça me confirme encore dans ce que je me disais, le projet est très innovant et le projet est vraiment très impactant. Donc, c'est un projet que les entreprises et les institutions de notre pays d'accueil et de notre pays aussi, qui est la France, un projet que les institutions en France doivent soutenir et porter également. En tout cas, nous, on l'espère. Et nous avons travaillé, et le commission travaille depuis toujours dans cet objectif. Oui. Il est clair aujourd'hui, et ceux qui ne le savent pas, il faut vraiment le redire. L'Europe et l'Afrique ont une histoire ensemble. Mais ils n'ont pas qu'une histoire ensemble. On a aussi, l'Europe et l'Afrique ont aussi des enfants en commun. Voilà. Et ces enfants sont aujourd'hui la deuxième, la troisième génération de diaspora qui sont nés ici. Que nous appelons Afropéens, Afropéennes. Les Afropéens, oui. Tout à fait, qui sont tous nés ici, qui sont européens, mais qui ont un cœur aussi en Afrique et qui ont envie aussi que l'Afrique se développe comme l'Europe se développe. Oui. Et vraiment, il ne faut pas qu'on se trompe. Partout dans le monde où l'homme noir y est, quelles que soient les réussites qu'on aura dans ces pays européens ou ailleurs dans le monde, tant que l'Afrique ne sera pas développée, on n'aura pas de respect vis-à-vis de l'homme noir là où on est. C'est important. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe doit comprendre ces enjeux. Oui. L'Afrique doit se développer et la diaspora, et c'est vraiment l'enjeu du Club Vision, faire de cette diaspora un élément structurant du développement de l'Afrique de demain. La diaspora doit jouer. Beaucoup de pays se sont développés avec la force de la diaspora, sauf l'Afrique. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à remettre la diaspora au cœur du développement du continent et voir comment la diaspora pourra jouer un rôle important. Et c'est aussi à nous, diaspora, de faire en sorte d'avoir cette place, de jouer ce rôle. Et ça passera par la réussite de ce fonds. Oui. Si nous arrivons à créer une surprise, à faire en sorte qu'il y ait une vraie réussite, une vraie adhésion, écoute, ça créera ce respect. De là où ils sont, tout le monde aura ce regard, ce respect posé sur les diaspora en disant, tiens, ils y sont arrivés, ils l'ont fait. Ils sont arrivés. Merci beaucoup, docteur Elie. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, un message, quelque chose que vous voulez nous partager. Vos explications ont été très claires et ce fonds est vraiment un projet innovant et je pense que tous les membres de Kesho, de nos clubs, Club Fordé, de l'AFD, Airbus Africa Community, de la société Airbus, EY, le club MATS d'EY, le club Afrique de Deloitte et Affinity de BNP Paribas, nous tous, nous allons contribuer. Et si vous avez un mot de la fin pour nous dire, pour clore cet échange. Ben, ce serait cette phrase que j'aime bien. Hein. Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. Eh ben, vous avez totalement raison. Et Kesho ira ensemble avec le club Efficience et l'Efficience Africa Fund. Merci beaucoup, docteur. Merci à Kesho, merci à tous vos membres et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère que j'ai pu vous convaincre. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr qu'on a tout notre staff d'avocats pour la partie juridique et de financiers qui pourront répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup. Nous étions très ravis de recevoir aujourd'hui le docteur Elie Tangueux, président du club Efficience. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bonne soirée.